Ouais. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Madame Fréchette et Monsieur Drey. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce débat est consacré à la génération qui nous suit, celle qui héritera des décisions que vous prenez aujourd'hui. Chaque choix en matière d'économie, d'identité et de gouvernance façonnera le Québec qu'ils recevront demain. Donc, le débat portera sur eux, sur leur niveau de vie, sur leur identité, sur l'avenir qu'ils méritent. Quelle est votre vision, vos priorités? Est-ce que vous proposez concrètement pour la relève? Donc, nous voulons comprendre ce qui distingue votre leadership et ce que cela changera pour le Québec. Ces questions s'inspirent de nombreuses conversations menées avec des centaines de jeunes caquistes au cours des dernières semaines. Ils attendent des réponses claires, concrètes et à la hauteur des défis qu'ils devront eux-mêmes affronter. Donc, je vous rappelle que tout ce que vous dites, oh, le YouTube qui fonctionne ici. Donc, tout ce que vous dites pourrait être utilisé contre votre adversaire. Alors, soyez conscient de cette réalité. Madame Fréchette, votre mot d'introduction, s'il vous plaît. Merci. Alors, chers membres de la commission relève, chers militants, M. Drainville, M. Soudas, très contente, très heureuse d'être avec vous. Merci à la commission relève pour avoir organisé cet événement-là. Votre génération, elle hérite d'un Québec fort, mais fragile. Mais les jeunes, ils font aujourd'hui face à des défis bien réels. L'accès à la propriété, les perspectives d'emploi et une pression importante sur les services publics. Dans un contexte d'incertitude géopolitique, moi, je pense que ça prend une personne qui comprend et qui connaît l'économie, tout comme les relations internationales, et quelqu'un qui souhaite rassembler. Le leadership dont on a besoin, il va devoir être pragmatique et capable de planifier sur le long terme pour que les décisions qu'on prend aujourd'hui ne deviennent pas le fardeau, votre fardeau demain. Notre identité, elle est précieuse. On doit protéger notre langue commune, le français, notre culture, notre laïcité. Cela exige de la fermeté et une capacité de rallier largement. Et mon souhait, c'est de bâtir ça avec vous. Merci. Merci. Monsieur Bernard Drainville, votre mot d'introduction, s'il vous plaît. Oui, salutations à tout le monde. Merci aux gens qui nous écoutent. Petite pensée pour les Iraniens qui subissent des moments très difficiles, qui vivent des moments très difficiles présentement. On ne doit pas perdre ça de vue. Je salue évidemment les jeunes. Écoutez, vous nous avez habitués ces dernières années à brasser la cage. Vous avez amené beaucoup d'idées neuves au sein de notre parti. C'est vous notamment qui avez suggéré que l'on mette fin aux cellulaires dans les écoles. Je vous ai entendu et les cellulaires sont maintenant interdits avec des résultats très, très positifs pour nos élèves. Vous avez également souhaité plus de civisme dans les écoles. Alors, j'ai introduit le vouvoiement, monsieur, madame. Vous avez aussi, à un moment donné, dénoncé les dérives du mouvement syndical. J'étais à votre congrès pour répondre à ce vœu. Alors, je vous ai entendu, j'ai mis en œuvre certaines des réformes que vous avez souhaitées. Maintenant, Merci. oui, il y a d'immenses défis pour la suite des choses, Merci. notamment sur l'accès à la propriété. On aura des propositions dont on pourra parler dans les prochaines minutes, mais il Merci, faut Monsieur rester Drainville. fier et on s'en parle dans les prochaines minutes. Merci, Monsieur Drainville. Madame Fréchette, donc le premier thème, on commence le premier thème et c'est le niveau de vie des jeunes. Donc, il s'agit de leur avenir et il se décline en deux volets. Les enjeux immédiats qu'ils vivent aujourd'hui et les défis structurels qu'ils hériteront demain. Donc, Madame Fréchette, vous avez 1 minute pour votre déclaration d'ouverture sur ce thème. Oui, alors vous nous l'avez dit abondamment, pour beaucoup d'entre vous, le rêve là, de devenir propriétaire, il apparaît malheureusement inatteignable. Pourtant, cette propriété d'une habitation, c'est la base d'un avenir stable, d'une famille qui s'enracine, puis aussi d'un Québec qui avance, parce qu'on a besoin d'une économie propriétaire. Alors, c'est pour ça que j'ai fait de l'accès à la propriété une priorité dès le début de ma campagne. Ça a été ma première annonce, en fait. Moi, je suis d'avis qu'il faut vous donner un vrai tremplin. Et c'est pour ça que j'ai annoncé lors du début de ma campagne que sous ma gouverne, les premiers acheteurs verraient leurs taxes de bienvenue être remboursées. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut prendre en considération pour donner un coup de pouce aux jeunes. On doit construire aussi plus de logements, plus de maisons,
et également offrir des mesures concrètes pour vous permettre d'entrer plus tôt sur le marché immobilier. Ça va prendre une gestion rigoureuse de nos finances. Et quant à moi, le rôle d'un gouvernement responsable, c'est d'agir pour que votre niveau de vie puisse progresser au cours des prochaines années. Merci. Merci, Mme Fréchette. Monsieur Bernard Drainville, vous avez 1 minute pour votre déclaration d'ouverture sur le niveau de vie des jeunes. Alors, laissez-moi aller à l'essentiel de la proposition sur l'accès à la propriété. Ce que je vous propose, c'est que l'État vous aide avec la mise de fonds. Donc, l'État vous prêterait une partie de la mise de fonds, dépendamment évidemment de votre situation. Alors, la mise de fonds serait plus élevée pour, par exemple, les ménages qui ont des enfants. Et l'État se rembourserait au moment où vous vendez votre propriété. Donc, on vous prête les sous pour la mise de fonds. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de la mise de fonds, donc, et vous pourrez donc vous concentrer sur les paiements de votre hypothèque. Et donc, on se rembourse, l'État se rembourse avec la mise de fonds. Et donc, la mise de fonds pourrait aller de 5 à 20 dépendamment si vous avez des enfants. On ajouterait même le 20 ce serait pour les ménages qui ont des enfants et qui vivent en région, parce qu'on veut encourager, bien entendu, l'occupation du territoire en région. Donc, c'est une façon très concrète d'aider les jeunes à réaliser leur rêve d'accéder à la propriété. Ça a toujours été la promesse, ça, de la classe moyenne. Bien, il faut aider Merci, nos M. jeunes Drainville. à accéder à la classe moyenne. Merci, M. Drainville. Donc, nous passons maintenant à la première question de ce thème et elle sera posée par Alex Cadotte, vice-président de la Commission de la relève de la CAQ. Merci, M. Soudas. Bonjour, M. Drainville, Mme Fréchette. Alors, la question est la suivante. Le taux de chômage des jeunes au Québec tourne toujours autour de 8 un des plus élevés des dernières années, ce qui limite leur capacité à travailler pendant leurs études et à accumuler de l'expérience. Que ferez-vous concrètement pour protéger les perspectives d'emploi des jeunes au Québec, réduire ce taux de chômage élevé et garantir qu'ils aient les mêmes opportunités, voire des meilleures, que celles dont ont bénéficié leurs aînés? Merci. Donc, maintenant, on commence la partie de notre conversation où on s'attend et les jeunes s'attendent à des réponses à la question. Donc, M. Drainville, vous êtes en premier. Alors, sur la question de l'emploi, je pense que c'est important de situer ça dans la discussion autour de l'immigration. J'ai fait une proposition en matière d'immigration. On donne un droit acquis pour un certain nombre de personnes qui sont déjà ici, qui sont en santé, en éducation, construction, manufacturier. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas non plus aller retourner dans une politique d'immigration massive parce que si jamais l'économie se détériore, par exemple, on va se retrouver dans une situation où le taux de chômage des jeunes risque d'augmenter encore plus. Donc, il faut arriver avec une proposition d'immigration qui est très équilibrée. Je donne un droit acquis, mais je diminue d'autant l'immigration à venir. Et ça vise à faire en sorte justement que nos jeunes qui souhaitent travailler, qui souhaitent avoir un emploi, ne se retrouvent pas dans une situation où au moment où ils veulent travailler, les emplois sont occupés par des travailleurs temporaires ou des travailleurs immigrants. Donc, il faut trouver un bon équilibre en matière d'immigration et je pense que ça peut nous aider avec la situation de l'emploi chez les jeunes. Merci, M. Drainville. Mme Fréchette, votre réponse. Oui, merci. Je rejoins Bernard quant à l'importance de gérer l'immigration. Il faut faire en sorte de réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires. On le sait, notre capacité d'accueil, elle a été dépassée. Donc, il faut faire en sorte de réduire ce nombre-là. Il faut toutefois faire attention. En région, il y a beaucoup de PME qui reposent sur ces travailleurs étrangers temporaires. Donc là, il faut avoir ça aussi qui soit pris en considération quand vient le temps de réduire cette immigration. Assurément, il faut travailler plus étroitement avec les PME en région. Et une des mesures que je veux mettre de l'avant, moi, c'est dans le cadre de nos appels d'offres gouvernementaux, avoir des clauses Québec beaucoup plus fortes. Ce qui va faire en sorte que les approvisionnements du gouvernement, les achats du gouvernement vont devoir venir beaucoup plus de PME du Québec, de partout sur le territoire. Ça va être créateur d'emplois. Et par ailleurs, il faut travailler aussi sur le reprenariat. On parle beaucoup d'entrepreneuriat depuis plusieurs années, mais maintenant, on a plus de 20 000 entreprises qui ont besoin de repreneurs. Moi, je pense que vous, les jeunes, vous êtes nos repreneurs. Donc, on veut vous accompagner. On a Reprenariat Québec qu'on a mis en place avec une nouvelle mission élargie depuis la fin de l'été dernier. C'est sous ma gouverne qu'on a fait ça. Merci. Merci, Mme Fréchette. Donc, deuxième question. Malheureusement, pour beaucoup de jeunes familles, devenir propriétaire ne représente plus un luxe, mais un rêve. Ils veulent un espace pour s'enraciner, élever des enfants et bâtir leur avenir. La question des jeunes est très spécifique et ils s'attendent à une réponse spécifique. Sur l'accès à la propriété,
Que feriez-vous concrètement pour permettre la construction de maisons unifamiliales, accessibles aux jeunes familles et pas uniquement miser sur la densification? Madame Fréchette, c'est à votre tour. Mhm. Oui, bien, d'une part, pour l'accès à la propriété, ça a été l'objet de ma première annonce dans la campagne. Moi, je veux faire en sorte que ceux qui achètent une propriété pour la première fois, qu'on puisse leur rembourser en tout ou en partie la fameuse taxe de bienvenue. Ça, c'est des milliers de dollars qui vont retourner directement dans les poches des jeunes. Donc, c'est une étape importante. Pour ce qui est de la construction de maisons, il faut augmenter effectivement la construction de maisons, tout comme la construction de logements. Alors moi, je veux bonifier d'une part le programme d'habitation Québec, le fameux FAC, et également faire en sorte qu'on repose davantage sur le préfabriqué et également sur les entreprises québécoises. Au niveau du préfabriqué, on en a énormément d'entreprises québécoises qui sont actives dans ce domaine-là. Je pense qu'il faut normaliser un peu le recours à ce type de construction, avoir davantage de bois québécois. On le sait, le préfabriqué, c'est plus rapide, puis également, c'est moins coûteux. Et également avoir davantage de constructeurs québécois qui soient mis à contribution. Je pense qu'il faut grandir, il faut faire grandir nos joueurs dans le domaine de la construction. On a plusieurs petits joueurs, il faut les tirer de l'avant et profiter de notre rôle pour ça. Merci, Mme Fréchette. Monsieur Drainville? Alors, je vais revenir sur ma proposition donc de mise de fonds. Je vous ai expliqué, donc, c'est pour les jeunes, première propriété, et j'insiste là-dessus, on vous aide avec la mise de fonds, mais pour des propriétés neuves, pour des nouvelles propriétés, maisons, plex, condos. Pourquoi? Parce qu'on veut encourager la construction. Alors, on encourage le jeune en l'aidant avec sa mise de fonds. Il pourra nous rembourser lorsqu'il vendra sa maison ou lorsque le couple vendra sa maison, mais on le fait seulement pour des propriétés neuves parce qu'on veut qu'il y ait plus d'offres. Si on encourage par des mesures financières le système actuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire gonfler les prix, à faire augmenter les prix. Pour pas que les prix des maisons augmentent, il faut construire de nouvelles maisons. Et donc, l'aide que nous offrions pour la mise de fonds, ce serait pour des premiers propriétaires de la classe moyenne et pour des propriétés neuves pour éviter l'inflation dans le secteur immobilier. Merci. Merci, M. Drainville. On va passer à la troisième question. Donc, comment comptez-vous rétablir l'équilibre budgétaire et atteindre le déficit zéro afin d'offrir aux jeunes une économie plus forte et quels programmes ou pratiques de la fonction publique êtes-vous prêt à réformer pour y parvenir? Et une question avec un oui ou un non. Est-ce que la baisse des taxes et des impôts fait-elle encore partie de votre vision économique ou est-ce que vous écartez ça? Monsieur Drainville. Non, je n'écarte absolument pas que l'on remette de l'argent dans le portefeuille. Maintenant, il faut un État beaucoup plus efficace qui va nous permettre de générer des économies. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est que l'on remette en question la permanence à vie pour les fonctionnaires. Actuellement, la loi québécoise dit qu'après 2 ans, mettons qu'on coupe un emploi dont on n'a plus besoin dans la fonction publique, on est obligé de garder le fonctionnaire à vie et continuer à le payer dans un autre emploi pour lequel on n'a peut-être pas de besoin. Donc, il faut remettre en question la permanence à vie pour les fonctionnaires. C'est, je pense, une des conditions pour qu'on réinvente l'État, pour qu'on ait un État beaucoup plus efficace qui va nous permettre de générer des économies dans le fonctionnement des services, dans le fonctionnement des ministères. Et ça, c'est des sous qu'on pourra réinvestir ailleurs, notamment pour soulager le portefeuille de nos concitoyens et de nos jeunes. Merci, M. Drainville. Mme Fréchette. Oui, bien, d'une part, le retour à l'équilibre budgétaire, il est très important. Moi, je pense qu'il faut qu'il survienne d'ici 5 ans, comme c'est prévu. Et je pense que pour y parvenir, il va falloir réduire la taille de l'État. On a beaucoup trop embauché de fonctionnaires. Peut-être que dans le cas de la pandémie, ça se justifiait, mais par la suite, il n'y a pas eu de retour de balancier. Et ça crée un éloignement de notre objectif de départ. On a donné un coup de barre à partir de septembre dernier. Je pense qu'il faut que ça se continue. Donc, il va falloir augmenter la productivité dans le cadre, pour le travail des fonctionnaires, faire en sorte qu'ils soient davantage imputables, qu'ils aient des objectifs à atteindre, particulièrement dans la haute fonction publique. Et je pense qu'il va falloir recourir davantage aussi à l'intelligence artificielle. On a au Québec un noyau d'expertise fabuleux en matière d'intelligence artificielle, jusqu'à 1500 chercheurs qui sont actifs là-dedans. Il faut nous-mêmes tirer profit. On est attractif à l'échelle internationale à cause de cette expertise-là, mais on ne s'en sert pas nous-mêmes suffisamment. Ça, c'est à changer. Merci. Merci. Dernière question pour notre premier thème.
Donc, aujourd'hui, un jeune peut étudier, travailler et malgré tout avoir l'impression de ne pas avancer. Êtes-vous prêt à prendre des décisions impopulaires à court terme pour améliorer durablement le niveau de vie des jeunes? Et si oui, lesquels spécifiquement? Et en sous-question, quel indicateur précis utiliseriez-vous pour mesurer si le niveau de vie des jeunes s'améliore réellement sous votre leadership? On commence avec Mme Fréchette. Oui, bien, assurément, il faut améliorer le niveau de vie des jeunes. J'en ai fait d'ailleurs un engagement tout à l'heure. Puis je pense que c'est la responsabilité de l'État d'améliorer la qualité de vie des jeunes, puis de faire en sorte qu'elle s'améliore de génération en génération. Et je pense que le contexte actuel, qui est difficile sur le plan économique, ça fait en sorte de restreindre les possibilités. Donc, il faut renverser ça. Donc, parmi les décisions qui parfois peuvent générer des préoccupations ou des critiques, eh bien, il y a la diminution de l'immigration, particulièrement l'immigration temporaire. Donc, on le sait, parfois, ça génère des préoccupations, mais je pense qu'il faut y aller de l'avant pour faire en sorte de rétablir un équilibre dans le marché du travail. Il faut faire en sorte aussi que le salaire moyen des jeunes puisse aller augmentant. Parmi les indicateurs, je pense qu'on peut avoir, par exemple, le niveau de taux de propriété chez les jeunes de 30 ans et moins. C'est un taux qui a augmenté au cours des dernières années. Les salaires moyens également, le taux de chômage, le niveau d'activité. Tout ça, ce sont des indicateurs qui sont très parlants. Merci, Mme Fréchette. Monsieur Drainville. Il faut réinventer le modèle québécois. Je pense que les jeunes, c'est ce qu'ils attendent de nous. Le vieux modèle ne fonctionne plus. Donc, ça prend un État plus efficace. Quand je dis qu'il faut remettre en question la permanence à vie pour les fonctionnaires, c'est pour éviter notamment que quand on supprime des postes, actuellement, quand on supprime des postes, qu'est-ce qui arrive? Ce sont les jeunes qui payent pour ça parce qu'on élimine les occasionnels, les temporaires. Ce sont les postes occupés par les jeunes. Si on remet en question la permanence à vie, ça va être beaucoup plus facile de garder nos jeunes et donc de faire en sorte que leur connaissance, notamment des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, pourra nous permettre d'avoir un État beaucoup plus efficace, un État qui coûte moins cher, un État qui est beaucoup plus performant. Et par ailleurs, je dois dire que pour ce qui est des jeunes, il faut continuer à miser beaucoup sur les métiers, la formation professionnelle. Elle a été un petit peu dévalorisée par le passé. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire à quel point les métiers, c'est payant, tu peux être heureux là-dedans et puis tu vas avoir une grande utilité sociale. Donc, il faut s'ouvrir à d'autres champs de travail qui valorisent justement l'avenir dans le niveau de l'emploi, dans le secteur de l'emploi. Merci, M. Drainville. Donc, nous abordons maintenant le deuxième thème, l'identité. L'identité québécoise, ce n'est pas un slogan. C'est la langue que nous parlons, la culture que nous transmettons et les valeurs que nous défendons. Donc, l'objectif est simple, protéger ce que nous sommes tout en restant confiants et ouverts. Donc, on va commencer avec les mots d'ouverture. M. Drainville. Ben, écoutez, je pense que vous me connaissez. Vous savez les batailles que j'ai menées pour les valeurs québécoises par le passé. Je n'ai pas hésité à affronter la tempête, notamment la tempête médiatique du temps de la Charte des valeurs. Vous l'aurez compris, j'ai contribué à ce moment-là à forger le consensus. Et pendant toute cette période-là, les gens l'ont salué. Le fond et le ton était très important. Il fallait mener ce débat-là avec beaucoup de doigté. Et on a très bien fait ça. On a réussi à forger un consensus autour de la laïcité, si bien que ce consensus a tenu jusqu'à l'arrivée au pouvoir de la CAQ qui a fait voter la loi 21. Et puis, il y a eu d'autres lois sur la laïcité qui ont été votées, notamment dans les écoles. C'est un projet de loi que j'ai déposé dans la foulée du scandale de l'école Bedford. Donc, il faut maintenant s'assurer que les lois que nous avons votées soient bel et bien respectées. Merci. Et comptez sur moi pour ça. Merci, M. Drainville. Madame Christine Fréchette, votre mot d'introduction, s'il vous plaît. Merci. Mais quand on parle d'identité québécoise, on le sait, hein, on parle de ce qui nous unit, de ce qui nous définit. Notre culture, notre langue, notre histoire, notre regard sur l'avenir. C'est pas un slogan, comme le disait Dimitri. C'est quelque chose, en fait, qu'on vit. C'est quelque chose qu'on porte en nous et qu'on doit protéger avec tous les moyens possibles. Notre culture, on le sait, particulièrement à l'ère numérique, là, elle doit être visible puis elle doit être accessible. Dans un monde numérique comme celui dans lequel on se trouve, il faut assurer la découvrabilité
de nos films, de nos chansons, de nos séries. Il faut être visible et pour les Québécois et pour les gens ailleurs également. Alors, cette semaine, j'ai pris l'engagement de ne pas couper dans les programmes des sorties culturelles dans les écoles, dans le programme La culture à l'école, qui permet aux enseignants de recevoir des artistes dans leur classe. Aussi, au Québec, on a la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, ce sont des fondements non négociables. Et bien sûr, notre langue, le français, il va falloir la protéger avec constance puis avec crédibilité et je serai au rendez-vous pour ça. Merci, Mme Fréchette. Nous passons maintenant à la première question du deuxième thème. Elle sera posée par Méave Lapointe, vice-présidente de la Commission de la relève. Bonjour, merci M. Soudas. Bonjour Mme Fréchette. Bonjour M. Drainville. La question va comme suit. La CAQ a posé des gestes forts pour protéger le français, affirmer la laïcité et encadrer l'intégration des nouveaux arrivants. Quelles valeurs fondamentales du Québec êtes-vous prêt à défendre sans compromis et quelles actions concrètes prendrez-vous pour les faire vivre au-delà des discours? Réponse de Mme Fréchette, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci pour la question. Donc, une question très, très pertinente et importante pour le Québec. Alors, dans les mesures concrètes qu'il faut mettre en place, ben moi, d'une part, je voudrais vous rappeler que lorsque j'étais à l'immigration, j'ai fait en sorte d'intégrer pour la première fois des exigences de connaissance du français dans nos programmes d'immigration qui donnent accès à la résidence permanente. Ça, pour moi, c'était non négociable, c'était un incontournable. Alors, on a établi des exigences à la fois pour le français écrit, pour le français à l'oral, ce qui a changé complètement la dynamique de plusieurs de nos programmes d'immigration, mais c'est important. C'est important de le faire, puis c'est important de le maintenir parce que c'est ce qui va nous permettre de grandir comme nation. Dans les valeurs qui sont à intégrer également, puis qui sont non négociables, ben, il y a assurément l'égalité homme-femme. Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel le Québec ne va pas reculer. On a fait des batailles de longue lutte. J'ai été engagée dans le mouvement des femmes pendant 10 ans, donc je sais très bien ce dont je parle. Et également la laïcité, ça, ce sont deux valeurs incontournables. Merci. Merci, Mme Fréchette. Monsieur Drainville. Ben, l'égalité homme-femme, fondamentale. Moi, je la mettrais au-dessus de toutes les autres valeurs. Puis d'ailleurs, si vous avez remarqué, dans les écoles, quand j'ai déposé le projet de loi là, dans la foulée de ce qui était arrivé à Bedford, je me suis assuré que dans le code de vie des élèves, qu'ils respectent l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si vous avez vu les reportages cette semaine, là, la montée de l'intolérance, de la misogynie, des discours ouvertement anti-femmes dans les écoles. Ça, c'est inacceptable. Alors, il faut, selon le code de vie des écoles, que l'égalité homme-femme soit respectée, pas juste par le personnel, mais aussi par les élèves. Par ailleurs, je veux vous dire, on s'est voté des lois, c'est important, mais maintenant, il faut les faire respecter. Cette semaine, vous avez vu, il y a des femmes qui sont sorties en disant qu'on les avait congédiées parce qu'elles refusaient de retirer leur signe religieux. Moi, j'ai dit, c'est une décision personnelle qu'elles ont prise. Tout ce qu'elles avaient à faire, c'était de retirer leur signe et de respecter les élèves pendant les heures de travail. Elles ont refusé de le faire et donc c'est une décision personnelle qu'elles ont prise. Elles n'ont pas été congédiées. Elles ont choisi de perdre leur emploi. Donc, il faut faire respecter les lois sur la laïcité qu'on s'est données. Merci, M. Drainville. Deuxième question. Donc, si vous deviez résumer à quelqu'un qui ne connaît pas le Québec ce que signifie être québécois, que diriez-vous? Et comment est-ce que cette définition guide-t-elle vos décisions politiques? M. Drainville. Une société qui s'est construite depuis 400 ans en français, avec ses valeurs propres, qui a accueilli des gens de partout dans le monde, qui est devenue une société multiethnique, avec des Québécois d'origine française et des Québécois d'origine haïtienne, d'origine latino, d'origine maghrébine, enfin bref, des Québécois de partout dans le monde. Une société qui a sa propre culture, qui a son propre système de valeurs, dont l'égalité homme-femme et la laïcité. Une société unique. Il y a juste un Québec dans le monde. Et c'est notre responsabilité de s'assurer de transmettre ce Québec à nos enfants, petits-enfants et aux petits-enfants de nos petits-enfants. Et donc, on est fiers, on veut que ça se perpétue, on a résisté contre l'assimilation, on est un peuple courageux, avec un magnifique territoire, avec un filet social enviable, moins d'inégalités ici, une nature magnifique. C'est une très belle nation, mon cher Dimitri. Merci, M. Drainville. Madame Fréchette.
Oui, tout à fait. Ben, j'endosse les propos de Bernard. Donc, le Québec, une nation francophone, une nation qui est fière, une nation qui porte une culture d'une richesse inégalée. Une nation également qui est résiliente. Hein. On a traversé beaucoup de défis, de moments très difficiles au niveau historique, mais on s'est toujours battu, on s'est tenu debout. Puis ça nous a rendus plus forts. On est également une nation accueillante. On a accueilli, puis on continue de le faire, des gens de partout à travers le monde. Mais je trouve qu'aussi, ce qui nous distingue, c'est notre créativité. Ça, je trouve qu'en économie, on le voit beaucoup. On est une nation qui rayonne particulièrement là où il faut performer en matière de créativité, puis on réussit à rayonner partout à travers le monde et ça nous propulse économiquement, puis il faut en faire une richesse encore plus importante. On a des PME aussi qui sont vraiment très résilientes, puis qui se bataillent pour faire leur place sur l'échiquier mondial, puis Dieu sait qu'on parvient à le faire et on est une nation qui a un avenir enviable. Merci. Question 3. Donc, depuis l'adoption du projet de loi 94, l'interdiction du port de signes religieux s'applique désormais à l'ensemble du personnel scolaire, bien sûr avec une clause de droit acquis limité. Cette nouvelle loi sur les signes religieux dans les écoles entraîne déjà des dizaines de licenciements et pourrait en provoquer des centaines d'autres. Assumez-vous pleinement ces conséquences institutionnelles au nom du renforcement de la laïcité ou êtes-vous prêt à reculer si la pression et les pénuries de personnel s'accentuent? Madame Fréchette. Oui, alors tout à fait, c'est une loi qui était importante à mettre en place pour faire en sorte que des personnes en situation d'autorité ne puissent porter des signes religieux. Et cette information-là, elle a été transmise au centre de services scolaires l'année passée lors de l'adoption du projet de loi et c'était important de la mettre en œuvre à partir de cette date-là. Alors, je maintiens l'idée puis le fait qu'il faille faire en sorte que les gens qui ne respectent pas cette règle-là, malheureusement, ne pourront pas poursuivre leur parcours professionnel au sein de la profession pour laquelle ils avaient postulé. C'est important qu'on fasse respecter ça. Je le mentionnais tout à l'heure, la laïcité, ça fait partie des éléments, des valeurs qui sont portées par le Québec et qui doivent continuer de l'être. Et ça, donc, l'application de la loi 94 en fait partie. Donc, oui, je maintiens ma position initiale. Et vous n'allez pas reculer si la pression et les pénuries du personnel s'accentuent? Non, je vais maintenir ma position parce que l'information a été donnée il y a un an. Merci. Donc, les droits acquis également sont respectés. Monsieur Drainville. Ben, j'ai déjà répondu à votre question, M. Soudas. Alors, le projet de loi 94, c'est moi qui l'ai déposé dans la foulée du scandale à l'école Bedford. Alors, et bien entendu, il faut respecter la loi. Tous et toutes doivent la respecter. Maintenant, je dois ajouter à la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors, bien entendu, si tu ne respectes pas la loi, si tu n'acceptes pas de retirer ton signe religieux pendant les heures de travail, tu perds ton emploi, mais c'est ta décision. Mais je dois dire que dans le projet de loi 94, on allait plus loin que ça, là. On a, dans ce projet de loi-là, fait en sorte que ce soit le visage à découvert, pas juste dans les écoles publiques, mais aussi dans les écoles privées. C'est quand même une très belle avancée. Puis on a mis fin également aux accommodements religieux, notamment au niveau de la nourriture, au niveau des congés religieux. Vous savez que dans certaines écoles publiques, une personne qui se déclarait religieuse avait plus de congés religieux. On a mis fin à ça également. Donc, le projet de loi 94 que j'ai déposé, qui a été adopté finalement sous Sonia, est une excellente avancée pour la laïcité. Donc, à vous aussi, je demande, vous n'allez pas reculer si la pression et les pénuries de personnel s'accentuent? Monsieur Soudan, je n'ai jamais reculé devant quelque pression que ce soit. Merci, Monsieur Drainville. Donc, la quatrième question. Et cette question est revenue plus souvent que j'aurais cru dans mes conversations avec les jeunes. Donc, dans les années 2008-2009, le Québec avait un taux de natalité autour de 1,7. Aujourd'hui, il est tombé autour de 1,3, très loin du seuil de remplacement de 2,1 nécessaire pour assurer notre vitalité démographique. Donc, un parti nationaliste comme la CAQ peut-il réellement ignorer cette réalité? Et la question spécifique, avec une réponse spécifique, s'il vous plaît, quelles mesures structurantes et courageuses êtes-vous prêt à mettre en place pour relancer durablement la natalité? Monsieur Drainville.
Ben, d'abord, sur l'accès à la propriété, je pense avoir été clair. Ça, c'est très important. Avant d'avoir un enfant, souvent, le couple veut d'abord avoir une maison ou un endroit pour élever sa famille. Donc, ça, on fait une avancée avec la mise de fonds. J'ai proposé cette semaine pour les couples qui sont infertiles. Vous savez, il y a un couple sur 6 qui est infertile au Québec. Donc, on propose d'aider avec la fécondation in vitro. Après 3 cycles, on a 3 chances sur 4 d'avoir un enfant. Donc, ça, c'est très important. C'est une très belle avancée également. Mais je vous dirais de façon plus générale, Dimitri, il faut que la famille redevienne un projet de société au Québec. Depuis 20 ans, on ne parle plus de la famille. Il faut que ça redevienne un projet de société. C'est un immense bonheur. Martine et moi, on a eu 3 enfants. Lambert, Rosalie, on a adopté Mathis parce qu'on en voulait 3. On avait perdu le 3e. C'est un immense bonheur. Pour les couples qui veulent vivre ce bonheur, on devrait les aider et les appuyer de toutes nos forces et l'État devrait jouer un rôle pour ça. Merci, M. Drainville. Madame Fréchette. Oui, c'est une question très importante, puis c'est quand même inquiétant de voir les chiffres là, que vous nous avez rappelés, M. Soudas, au début. Donc, moi, je pense que notamment le régime québécois d'assurance parentale, c'est un levier très important qu'on a au Québec. Moi, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, quand j'étais jeune maman, j'avais milité pour faire en sorte que ce régime québécois d'assurance parentale devienne accessible pour les travailleurs autonomes. J'étais moi-même travailleur autonome, tout comme pour les étudiants qui devenaient parents. Donc ça, je pense que c'est 2 éléments pour lesquels déjà je me suis investie, j'ai milité, puis on a eu gain de cause d'ailleurs, j'en suis très fière. Alors ça fait partie des leviers dont on dispose. Je pense qu'il faut bonifier peut-être le soutien que l'on offre aux parents. Il faut également travailler davantage à l'accès au CPE parce que vraiment, si on a un enfant et qu'on a besoin de retourner sur le marché du travail, mais que cet accès-là est bloqué, on devient dans une situation très difficile. Il faut essayer d'éviter ça. La création d'emplois bien rémunérés dans des créneaux d'avenir, dans des secteurs porteurs, bien sûr, ça va aider à faire en sorte de rehausser la parentalité, le niveau de croissance de la population québécoise. Et ça, je vais avoir ça à l'œil parce que c'est très important comme élément. Merci pour la question. Merci, Mme Fréchette. Donc, nous arrivons maintenant au dernier thème. L'avenir et l'unité de la CAQ. Donc, comme vous savez, la CAQ est née d'une rupture avec les vieux clivages. Elle est née d'une volonté de lucidité, d'efficacité et de résultats. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de gagner une course à la chefferie. La question est de savoir comment rassembler, comment se renouveler sans se renier et comment incarner l'espoir d'un Québec fort, uni, confiant à l'approche des élections de 2026. Donc, c'est sur cette vision que nous allons conclure notre conversation. Madame Fréchette, votre mot d'introduction, s'il vous plaît. Oui, on le sait tous, là, cette course-ci, c'est un moment important pour notre parti. Et moi, après le 12 avril, il faudra être plus unis que jamais. C'est mon objectif. Je veux gagner non seulement en avril, mais encore plus en octobre prochain. Depuis le début de cette campagne-ci, c'est plus d'une trentaine là, de collègues élus qui m'ont offert leur appui. Il y a des femmes puis des hommes qui viennent de toutes les régions, qui viennent aussi de différents horizons politiques et qui pensent pas tous pareil, mais qui se reconnaissent dans mon type de leadership, un leadership que je dirais rassembleur, réfléchi et tourné sur les solutions. C'est ça la CAQ que je veux bâtir, un parti qui rassemble, un parti qui respecte et qui écoute ses militants, qui planifie et qui travaille pour livrer des résultats concrets aux Québécois. On doit sortir plus fort de cette course, on doit convaincre les Québécois, parce que c'est le cas, que notre formation politique demeure la seule capable d'allier identité, prospérité et stabilité. Et j'ai besoin de vous pour y parvenir à remporter cette victoire. Merci. Merci, Mme Fréchette. Monsieur Bernard Drainville, votre mot d'introduction, s'il vous plaît. Alors, écoutez, quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'on a perdu la confiance de beaucoup de Québécois qui nous appuyaient auparavant. Je pense qu'il faut le dire, ça. Il faut le nommer. Il y a des choses qu'on aurait dû faire que nous n'avons pas fait. Par exemple, tout ce chantier au niveau de l'efficacité de l'État, on n'a pas été bon. Il va falloir être bien meilleur et c'est pour ça qu'il faut proposer très clairement des solutions. Alors, quand je dis, par exemple, fin de la permanence pour les fonctionnaires, fin de la permanence à vie, ça, c'est un moyen concret pour respecter la parole que nous avions donnée d'avoir un État plus efficace. Quand je dis qu'il faut miser sur les services publics, oui, mais s'ils ne fonctionnent pas,
ben, ne pas hésiter à recourir au privé. Ça aussi, c'est une vache sacrée. Ben, écoutez, si tu as payé tes taxes et tes impôts, tu n'es pas capable d'avoir ta chirurgie, ben oui, le privé pourrait te donner ce service. Tu pourrais aller te faire opérer au privé, aux frais de l'État. C'est le genre de solution qu'il faut mettre de l'avant pour réinventer l'État. C'est l'engagement que nous avions pris et il faut le tenir. Merci. Merci, M. Drainville. Nous passons maintenant à la première question du troisième et dernier thème. Elle sera posée par William Denis, président de la Commission de la relève de la CAQ. Oui, merci beaucoup, M. Soudas. Merci d'avoir accepté de faire le modérateur et l'animateur cet après-midi. J'aimerais aussi prendre quelques instants pour remercier les membres qui ont assisté. C'est quand même un samedi après-midi, mais ça fait plaisir à la relève d'être finalement la première à recevoir un événement du genre où les deux candidats peuvent s'adresser simultanément aux membres. Donc, pour ma question qui concerne plus l'avenir du parti, je voulais savoir, vous engagez-vous à nommer au moins un ministre de moins de 30 ans dans votre conseil des ministres avec de vraies responsabilités gouvernementales et non pas un portefeuille réservé à la jeunesse? Merci beaucoup. Question très spécifique. Donc, M. Drainville, à vous. La réponse est oui. Mais je dois élaborer, n'est-ce pas? Absolument. Alors, je pense que c'est important qu'on ait le regard de la jeunesse au sein du gouvernement. On veut vous laisser, à vous les jeunes, Québec, qui est encore plus prospère, qui est encore plus fier que celui dont on a hérité. On a une responsabilité de faire cela. Et puis pour le réussir, ben, ça prend des jeunes autour de la table. Puis vous avez bien montré, je l'ai dit en début de débat, vous avez montré les jeunes à notre parti des idées nouvelles qu'on a réussi à mettre en œuvre, qu'on a réussi à mettre en place, le vouvoiement, le cellulaire, la laïcité, l'encadrement au niveau des syndicats, transparence syndicale, démocratie syndicale, ce sont des thèmes que vous avez portés. Alors moi, je vous ai entendu, le parti, le gouvernement vous a entendu. Maintenant, d'avoir quelqu'un autour de la table qui représente, qui est cette voix des jeunes, puis vous dites, vous en voulez juste un. Peut-être qu'on pourrait même en avoir deux, on verra bien. Mais chose certaine, c'est important que vous ayez une voix autour de la table. Merci, M. Drainville. Mme Fréchette. Oui, merci, M. Soudas, et merci, William, pour cette question-là. C'est très important, la place des jeunes dans notre formation politique. Vous avez eu un input dont je suis particulièrement fière parce que vous avez des idées fortes et vous avez des idées que vous avez promues et défendues avec grand professionnalisme puis conviction. Donc, ça fait en sorte que ça imprègne aujourd'hui nos orientations politiques. Et moi, je pense que c'est important que cette empreinte-là puisse être présente également au Conseil des ministres. Donc, effectivement, moi, je pense que je suis d'avis qu'il nous faudra un jeune de 30 ans ou moins autour de la table parce que il n'y a rien de mieux qu'un jeune pour nous faire part de la réalité à laquelle vous êtes confrontés, des défis auxquels vous êtes confrontés. Et vos défis, c'est les nôtres, c'est ceux du Québec. Il faut qu'on fasse cause commune. Alors, il est essentiel que vous soyez autour de la table pour faire en sorte que l'on puisse cheminer ensemble vers la solution idéale pour votre génération et le Québec dans son ensemble. Merci. Donc, l'engagement est clair, les mises en candidature de ceux qui ont 30 ans ou moins pour gagner lors de la prochaine élection et pour par la suite accéder au cabinet ministériel. Intéressant. Deuxième question, et ça, c'est une question encore une fois très spécifique et très importante. Quelle sera, selon vous, la véritable question de l'urne lors de la prochaine élection en 2026? Et pourquoi êtes-vous la personne la mieux placée pour incarner la réponse à cette question? On va commencer avec Mme Fréchette. Oui, bien, je pense que la question qui va se poser, c'est à savoir, est-ce qu'on veut un gouvernement plutôt nationaliste ou un gouvernement économique? Et moi, je pense que la réponse qui va être donnée par les Québécois, c'est on veut être les deux à la fois, les deux simultanément. Et la seule formation politique qui incarne ces deux dimensions-là, ben, c'est la CAQ. Alors, moi, je trouve ça fabuleux parce qu'avant la création de la CAQ, on devait systématiquement se demander est-ce que je veux voter sur la base de mes convictions nationalistes à cette élection-ci ou plutôt mes convictions économiques. On n'a plus à poser ce questionnement-là.
on a la CAQ qui incarne les deux. Et dans le contexte des chambardements, je vous dirais, géopolitiques, puis internationaux, puis économiques que l'on vit, je pense que la carte forte aussi va devoir être économique. Donc, on va être nationaliste et on va être performant sur le plan économique parce que les défis sont nombreux et ça va devenir la question de l'urne pour l'automne prochain parce qu'on fait face à une guerre tarifaire qui fait beaucoup de dégâts. Et il faut faire en sorte de traverser cette crise-là et d'en ressortir plus fort. On va avoir besoin de vous pour ça. Merci, Mme Fréchette. Monsieur Drainville. Moi, je pense que ça va être la stabilité qui va être le thème. Face à cette menace qui nous provient du Sud, toute cette incertitude qui règne autour de la renégociation du traité de libre-échange, je pense que ça prend non seulement un parti et un gouvernement qui incarne cette stabilité, mais ça prend aussi, si vous me permettez, quelqu'un qui a affronté les tempêtes, qui est capable de garder son calme quand ça brasse, et je l'ai démontré dans un certain nombre de dossiers. Donc, il faut savoir garder son calme pour s'assurer justement de ne pas ajouter à l'insécurité, mais mais plutôt, dis-je bien, d'apaiser, de stabiliser, de conforter nos concitoyens qui, oui, vivent une certaine insécurité présentement avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est certainement pas le temps de tenir un référendum qui va causer encore plus d'instabilité et c'est pas le temps non plus de retourner à la vieille recette libérale qui ne vit que du référendum, du oui et du non. Avec la CAQ, vous avez l'économie et vous avez la protection de notre différence dans la stabilité. C'est la bonne recette. Merci. Merci, M. Drainville. Troisième question. Donc, la CAQ devra apprendre de ses erreurs et faire preuve de résilience. Donc, les jeunes veulent savoir quel a été le plus grand échec de votre vie personnelle ou professionnelle, quelles leçons concrètes en avez-vous tirées et comment est-ce que ces leçons guideront-elles votre leadership comme chef et premier ou première ministre? Monsieur Drainville, d'abord, c'est à vous. Le plus grand échec de ma vie personnelle. Ou professionnelle. Ou professionnelle. Ben, écoutez, je viens d'une famille agricole. On était 6 enfants. J'étais l'aîné. J'aurais voulu pouvoir prendre la terre. Et je ne l'ai pas prise parce que je n'étais pas doué. J'étais bon avec les animaux, mais je n'étais pas bon avec la machinerie. J'étais très gaffeur. Alors ça, c'est une peine et une tristesse qui m'habitent. Maintenant, j'essaie de, comme me l'a demandé mon père, j'essaie de ne pas oublier les agriculteurs. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé des mesures pour soustraire les agriculteurs à la taxe carbone, pour leur donner de l'allègement réglementaire et être le champion de la gestion de l'offre pour défendre la ferme familiale. Donc, c'est ma façon, si vous me permettez, de me racheter parce que les agriculteurs, ils nous nourrissent, ils assurent notre autonomie alimentaire et je veux rester fidèle donc à mes origines de cette manière-là et à corriger peut-être un petit peu ce que je ressens comme une sorte d'échec, effectivement. Merci, M. Drainville. Mme Fréchette. Oui, ben, je pense que notre gouvernement, au fil des dernières années, on y a peut-être été un peu fort sur l'interventionnisme économique. Alors, moi, je m'engage à ce que, advenant que je sois élue et en charge, à ce qu'on soit un peu plus en retenue au niveau de l'interventionnisme économique, qu'on s'assure qu'il y ait un bon équilibre aussi entre les PME, les différentes régions et des grands joueurs internationaux. Il nous faut les deux, mais il faut systématiquement viser à avoir l'équilibre le plus idéal qui soit. Il faut gérer les fonds publics avec parcimonie, avec rigueur, et c'est important pour moi que l'on tire les leçons de certains échecs qui sont survenus au cours des dernières années dans le domaine économique. Il n'existe pas de politique de développement économique sans risque, soyons clairs. Des échecs, il y en aura toujours quelques-uns, à moins qu'on décide de s'abstenir complètement d'intervenir, mais ça, je pense que c'est pas la solution. On est une petite nation qui a besoin du soutien de son gouvernement. Et voilà, travailler avec les PME en région, assurer un bon équilibre entre des joueurs d'ici, des joueurs de l'étranger, ce seraient mes orientations. Merci. Quatrième et presque dernière question. La CAQ est née d'un constat clair. Moins d'idéologie, plus de résultats. Lucidité budgétaire, priorité absolue à l'éducation, création de richesse, efficacité de l'État. Donc, si le manifeste pour un Québec lucide était l'appel à la lucidité et si le cap
sur un Québec gagnant a été la traduction politique concrète de cette lucidité par François Legault, voici la question de clôture que je vous pose. Allez-vous rester fidèle à tous ces principes fondateurs et comment allez-vous le démontrer avant octobre 2026? Madame Fréchette. Oui, ben moi, j'ai un engagement pour rester fidèle à l'ADN de la CAQ. Ça, c'est très important, et notamment la question de l'efficacité de l'État, du pragmatisme, du nationalisme, également du développement économique qui est priorisé. Ça fait partie de l'ADN de la CAQ, et c'est ce qui me correspond, moi, comme personne, puis comme personne politique également. Donc, je vais m'engager dans ces orientations-là. Au niveau de la priorisation de l'éducation aussi, ça, il ne faut pas s'attendre à des changements, ça va demeurer une grande priorité. Là où peut-être on peut innover puis faire différent, je pense qu'on peut davantage reposer sur des joueurs du privé. Pour certains de nos grands projets, je pense notamment au troisième lien, moi je pense qu'il faille reposer sur le privé pour ce type d'infrastructure. Également, on peut penser à des infrastructures dans le domaine de la santé ou de l'éducation, où le privé pourrait jouer un rôle plus important. Je pense que ça respecterait à la fois la capacité de payer des contribuables et l'ADN de la CAQ. Merci. Monsieur Drainville. Il faut changer de cap et je propose un changement de cap. On ne peut pas continuer comme avant, là. On a perdu la confiance de beaucoup de Québécois. Alors, il faut donner un coup de barre et moi, c'est ce que je propose avec des engagements très précis sur la permanence à vie, sur le rôle du privé, sur l'encadrement des syndicats, sur la famille qui doit redevenir un projet de société, sur un projet d'immigration qui garde les gens dont on a besoin, mais qui diminue l'immigration progressivement. Un programme qui est axé sur les PME, prendre nos petites entreprises, en faire des moyennes, prendre nos moyennes, en faire des grandes. Donc, un nouveau Québécois qui va nous permettre de générer de la richesse, de la prospérité, renforcer l'économie, s'assurer que nos jeunes puissent rester au Québec avec des belles carrières, continuer à miser sur les énergies vertes. C'est notre grande, grande force. Ça va nous aider à exporter parce que l'Europe, par exemple, va demander à ce que les produits fabriqués qui veulent entrer sur leur marché aient été fabriqués avec des énergies propres. Le fait qu'on ait nos énergies vertes, qu'on les développe, qu'on investisse, ça va nous aider à vendre en Europe. Ça va compenser pour notre difficulté d'accéder au marché américain. Alors, il faut donner un coup de barre. Il faut se réinventer comme parti pour mieux réinventer le Québec. Ça prend un nouveau modèle québécois et c'est la CAQ qui peut le faire. Et je pense que je peux être la bonne personne pour mener cette opération. Merci, M. Drainville. Toutes les questions sont terminées, mais j'ai une dernière question pour vous. Et la question est la suivante. Qu'admirez-vous le plus de votre collègue et adversaire temporaire, Madame Fréchette? Oui, ben, je l'ai déjà dit en ondes, alors que Bernard était à côté de moi il y a quelques jours au tout début de la campagne. Moi, je trouve que Bernard, c'est un gars qui s'investit beaucoup. Alors, j'admire ça. On a besoin de ça en politique, des gens engagés, investis. Et je pense que là-dessus, Bernard se démarque. Monsieur Drainville. Christine chante très bien. Pas autant que moi, mais quand même très, très bien. On a chanté ensemble. Vous allez comprendre la blague un jour, prochainement. Vous allez voir, on a chanté ensemble, Christine et moi. Alors, je fais un peu d'humour, là, mais très sérieusement, c'est une femme studieuse, Christine. Elle a pris cette nouvelle mission qui lui a été confiée avec le départ de Pierre Fitzgibbon, et puis elle a piloté ses dossiers sans faire d'erreur. Donc, je pense que c'est une femme studieuse, c'est une femme qui est travaillante aussi, et donc, ça me fera très, très, très plaisir de l'avoir dans mon équipe, et elle occupera un poste très important dans mon gouvernement. Merci. Donc, nous passons maintenant aux conclusions. Et je donne d'abord la parole à M. Drainville. La CAQ a été fondée pour porter ce qui fait la force du Québec et des Québécois depuis les tout débuts, c'est-à-dire notre énergie vitale, notre volonté de vivre en français, de perpétuer notre culture, de la transmettre à ceux et celles qui viennent après nous. Avec la CAQ, on est capable de renforcer le Québec, mais à l'intérieur du Canada.
On est capable de faire des gains sur le plan des valeurs, sur le plan de la langue, sur le plan de la laïcité, même sur le plan constitutionnel. On a fait des gains. On a inscrit dans la Constitution le fait que le Québec est une nation et que cette nation parle français. C'est quelque chose que les péquistes ne pourront jamais faire parce que leur référendum est perdant. Il n'y a pas assez de Québécois qui l'appuient. Puis les libéraux n'ont jamais été capables d'appuyer nos valeurs. Ils ont voté contre la loi 101. Ils ont toujours voté contre les lois sur la laïcité. La CAQ, c'est un véhicule dont le Québec a besoin et je veux participer comment dire, à sa reprise. Je veux qu'on recommence à faire des gains, qu'on redonne confiance aux Québécois et qu'on ramène la CAQ donc vers des nouveaux sommets, puis une victoire en octobre. Donc, c'est ça la CAQ, puis je suis pleinement engagé pour la suite des choses. Merci, M. Drainville. Madame Fréchette, votre conclusion, s'il vous plaît. Oui, merci. Moi, ce que j'ai entendu à travers vos questions aujourd'hui, c'est que vous voulez un Québec là, qui avance sans renier qui il est. Un Québec, en fait, où les jeunes vont pouvoir se projeter, puis où le français et la culture québécoise vont briller, puis où l'économie devient un véritable levier pour réaliser nos ambitions. Servir le Québec, pour moi, en fait, c'est plus qu'un engagement politique. C'est une question de cœur. J'aime profondément le Québec et je veux tirer le Québec de l'avant, l'accompagner dans son développement. Pour moi, la prochaine étape pour la CAQ, ça demande un leadership profondément rassembleur qui est ancré profondément également dans l'économie, parce que les vents contraires sont forts. Ça va prendre un leadership qui est à l'écoute, un leadership qui écoute avant de décider, puis un leadership qui rassemble plus qu'il n'oppose. Surtout, ça va prendre, je pense, une chef qui est capable d'unir le parti et qui va préparer la victoire d'octobre prochain dès maintenant. Alors moi, ce que je veux faire, en fait, c'est de continuer à bâtir le Québec. Moi, je veux un Québec qui est fort, qui est fier, qui est ambitieux. Je veux un Québec qui va miser sur sa jeunesse et c'est avec vous que je veux le construire, ce Québec-là. Merci. Merci. Donc, merci, Madame Fréchette. Merci, M. Drainville. Merci, M. Drainville. Merci, Madame Fréchette, pour cet échange franc et respectueux. Merci surtout aux jeunes qui ont travaillé d'arrache-pied. Merci aux militants, aux membres et à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Je vous donne maintenant rendez-vous pour le prochain débat. C'est le 21 mars à Québec. Il sera animé par nul autre que Pierre Jobin, une référence du journalisme politique au Québec, un homme d'expérience, de rigueur et d'équilibre. Et je vous avoue quelque chose, c'est la première fois de ma vie que je me retrouvais sur la glace comme arbitre. J'ai vraiment aimé l'expérience, mais entre nous, je préfère quand même avoir un bâton dans les mains que de siffler pour les autres. Donc, merci et bonne soirée. Vous avez bien fait ça, M. Soudas. Merci à vous. Bravo. Merci aux jeunes. Bravo, Christine. Bravo. Bravo, Bernard. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. Merci, M. Soudas, M. Drainville. Merci beaucoup. Là. À la prochaine.